Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du débrief. En première partie de l'édition d'aujourd'hui, nous essaierons de répondre à la question de savoir où en est la saison agricole aujourd'hui. Les pluies ont tardé, mais elles sont là. Alors la saison est-elle compromise ou simplement décalée? Les récoltes seront-elles bonnes ou non? Comment se portent le cheptel et les autres filières agricoles non céréalières, plus d'autres questions. En seconde partie, après la pause, nous rendrons visite au tsar de toutes les Russies, comme on appelle depuis quelque temps M. Vladimir Poutine, le président réélu. 65 ans au compteur, dont 18 à la tête de la Fédération de Russie et 6 ans encore à diriger le pays. Il vient d'être réélu dimanche dernier. Dans un monde de plus en plus troublé et en perte de repères. Qu'attendre de ce mandat de M. Poutine? Sera-t-il le dernier? Et quelles sont les relations entre Moscou et Rabat? Nous répondrons à toutes ces questions avec nos invités, Naïm Kamal, directeur du site Kuwait.ma, et Ahmed Ouayash, agriculteur et président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural, la Comader. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Et bienvenue à monsieur Ouayash, dont c'est la première visite chez nous dans ce studio, j'espère pas la dernière. Alors, après 2 mois d'incertitude, puis d'inquiétude, la pluie a été finalement au rendez-vous. La saison s'annonce bonne, peut-être même meilleure que celle de l'année passée, qui s'était achevée avec une production céréalière de près de 100 millions de quintaux. Mais on retiendra que le Maroc, son agriculture et sa croissance restent tributaires du ciel. Toutefois, depuis 10 ans, 2 événements majeurs ont marqué le secteur agricole, le plan Maroc vert et la création de la Comader. C'est Ahmed Ouayash, qu'est-ce que la Comader et quel est son apport au monde agricole? La Comader qu'on compare souvent à la CGEM, qui serait la CGEM du monde agricole. Qui est la CGEM du monde agricole? Merci, c'est Bousta. La Comader, c'est une organisation professionnelle. Elle regroupe une vingtaine de fédérations interprofessionnelles construites autour des filières où tous les segments sont représentés, toutes les chaînes de valeur sont là. Cette vingtaine de fédérations interprofessionnelles regroupe, elle aussi, à peu près dans les 250 à 300 associations nationales et régionales, et qui s'intéresse à toutes les filières de production agricole, que ce soit donc le lait, les viandes rouges, blanches, le céréales, les agrumes, l'olivier, et aussi d'autres filières un peu spécifiques telles que l'argan, telles que le palmier dattier. Et il y a pratiquement une vingtaine de fédérations. La dernière qui est née, c'est la Fédération du fruit rouge. D'ailleurs, il va célébrer donc sa première année de création. Il organise dans 48 heures pratiquement son deuxième salon des fruits rouges qui va se dérouler dans la région de la Reich. Chaque fédération, il faut que je le précise, s'est engagée aux côtés des pouvoirs publics autour justement de la filière et dans le cadre d'un contrat-programme. Donc les contrats-programmes, c'est un contrat-programme où il y a l'État, où il y a les professionnels, qui a des objectifs précis avec un échéancier réaliste, donc des objectifs en matière de production, des objectifs en matière de commercialisation et d'export, et également des objectifs en matière d'investissement et surtout de création d'emplois. Parce que vous savez que l'agriculture, aujourd'hui, constitue un gisement d'emplois. C'est pratiquement 40% au niveau national et 80% au niveau rural. D'ailleurs, aujourd'hui même, le Wali El-Maghrib, il a livré un rapport d'évaluation il a cité l'agriculture comme c'est le secteur qui a plus ou moins sauvé les emplois. Donc ça veut dire quand il pleut, nous avons pas mal d'emplois et quand on a un petit retard comme ça s'est passé cette année ou d'autres années, donc on va avoir donc une incidence pratiquement négative au niveau donc de l'emploi. Qu'est-ce qu'il faut également ajouter, c'est que ce puzzle donc de contrats-programmes, c'est une vingtaine, c'est pratiquement le plan Maroc vert et qui a été engagé depuis déjà bientôt une dizaine d'années et qui pratiquement, il a 2 piliers, il y a l'agriculture solidaire, moi je commence toujours par ça, et bien entendu il y a l'autre agriculture, la grande agriculture qui est destinée à l'export, etc. Ce qu'il faut également souligner, et ce qu'il faut dire, c'est que aucune filière n'est oubliée et également toutes les régions sont donc concernées. D'ailleurs, ce plan Maroc vert qui s'est construit depuis 2008 et qui s'inscrit dans la durée, donc il ne va pas s'arrêter naturellement, il faut d'ailleurs le préciser, contrairement à ce que certains disent, il ne va pas s'arrêter en 2020, c'est juste la première tranche qui va s'arrêter, et 2020 il va y avoir un rendez-vous d'évaluation. Donc il a connu
une double déclinaison, une déclinaison filière, comme je viens de le dire, et une déclinaison surtout régionale. Donc chaque région, il a son plan Maroc vert. Vous avez parlé d'objectifs. Quels seraient ces objectifs? Si vous avez des exemples, des objectifs dans le contrat-programme ou ailleurs? On doit parler déjà globalement au niveau des objectifs. Vous savez que depuis l'indépendance, l'agriculture a été donc considérée comme une activité principale, contrairement à d'autres pays. Et d'ailleurs, le choix a été judicieux et c'est dans ce cadre-là que fait Sa Majesté Hassan II, s'est engagé pour d'abord la mobilisation de l'eau, ça se traduit par la construction des barrages, et également par des objectifs. Ce sont les mêmes objectifs qui sont là depuis déjà une quarantaine d'années. Le plan Maroc vert, il est venu pour les améliorer, pour le mettre sous forme d'échéancier. On peut le citer très rapidement. Donc il y en a 4, et puis un 5e qui s'est ajouté dernièrement. C'est d'abord la satisfaction du pays en denrées de première nécessité. Donc le lait, les viandes rouges, blanches, etc. Donc, on peut faire l'évaluation de cet objectif. On peut revenir tout le long donc, de cette interview pour en dire 2 mots. Le deuxième objectif, c'est essayer d'améliorer l'offre exportable, la diversifier aussi les destinations. Parce qu'on a besoin, notre économie a besoin de devises, donc il faut exporter à côté d'autres produits. Et je pense que le pari a été gagné. Troisième chose qui est extrêmement importante, d'ailleurs, c'est le revenu des agriculteurs. D'ailleurs, preuve en est que le rapport du cinquantenaire, il a mis le doigt sur l'élément humain. L'élément humain, ce plan Maroc vert, il doit absolument être construit donc avec et pour les agriculteurs. Quatrième objectif, c'est la modernisation de nos campagnes. D'abord pour éviter l'exode rural, pour un peu réduire la disparité entre villes et campagnes, et également entre régions rurales entre elles. Et puis le cinquième point qui est extrêmement important, et là je termine, c'est inscrire tous ces objectifs-là dans un cadre de développement durable, c'est-à-dire donc respectueux de l'espace agricole, de tout l'espace tout court, donc avec respectueux de l'environnement, moins d'utilisation de certains produits, prendre soin des nappes phréatiques et également ne pas émietter les terres, ne pas laisser donc le béton armé donc envahir nos campagnes et réduire donc notre espace agricole. On comprend que le secteur agricole, contrairement à avant, est plus organisé et plus rationalisé dans la gestion des ressources. Ça, c'est pour planter le décor. Alors, Naïm Kamel, on va entrer un peu plus dans le détail. Comment se présente, selon vous, cette saison agricole qui a tellement inquiété avec des pluies qui ont tardé? Je vais dire que peut-être mieux qu'on ne pouvait le craindre à la fin de l'année dernière, au mois d'octobre, au mois de novembre. C'est-à-dire que, pour quelques chiffres, si vous voulez, le ministère de l'Agriculture se montre assez optimiste. Il compte sur un comportement des activités primaires au moins égal à celui de l'année dernière, qui n'a pas été une très mauvaise année. Je crois que dans la productivité, c'est les 100 millions d'hectares. Voilà, alors que pour la biomasse végétale, on l'estime également suffisante pour la couverture des besoins du cheptel national. Il y a également la surface de sol travaillé est évaluée à 4,93 hectares, dont 4,68 hectares de surface emblavée, c'est-à-dire réservée aux céréales. Les cultures d'automne donc sont dominées par les céréales à hauteur de 88%, suivies des fourrages, 8%, et des légumineuses, 4%. Les cultures sucrières, où on n'a pas atteint vraiment, on n'a jamais atteint l'autosuffisance, où il n'est pas peut-être question d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, est estimé à 48 300 hectares pour la betterave et 12 409 pour la canne à sucre. Voilà, grosso modo, les agrumes, on estime 5% de hausse. C'est globalement, on va dire, globalement positif. Alors, pour faire le lien avec le deuxième axe, comme on disait, non, on va rester sur celui-là parce que vous avez dit... parce que généralement, le bilan est globalement positif quand on parlait de l'Union soviétique. Ah oui, bien sûr. mais je voudrais revenir sur un point que vous avez dit, c'est que peut-être que l'objectif n'est pas d'atteindre l'autosuffisance. Et j'ai vu que Ahmed Ouhiache a opiné du chef, comme on dit. Pourquoi ?
Si ce n'est pas l'objectif, quel est l'objectif? Et pourquoi ce ne serait pas l'objectif? L'objectif, donc il y a un équilibre à faire. Donc il faut à un moment donné trancher. Parce que, vous savez, je ne vous apprends rien, au début des années 60, donc au moment, juste quelques années après l'indépendance, il y avait une idée d'avoir donc une indépendance au niveau alimentaire. Donc une sorte aussi de souveraineté alimentaire. Donc la sécurité alimentaire, l'autosatisfaction du pays en denrées de première nécessité, etc., c'était ça l'objectif. Donc c'est un objectif aujourd'hui qui s'inscrit dans une sorte d'économie globale. Donc il faut produire les choses dont nous avons la maîtrise, et c'est-à-dire des choses qu'on maîtrise, on maîtrise tous les ingrédients pour produire, et également, pourquoi pas, importer et exporter. Donc c'est ça la globalisation, c'est ça la mondialisation. Vouloir absolument couvrir la totalité de nos besoins en produits, par exemple, céréaliers, c'est impossible. Il faut le dire. C'est-à-dire déjà ce qui se fait maintenant, c'est pour cela je dois quand même insister aujourd'hui, valeur d'aujourd'hui, si on fait une évaluation, le plan Maroc Vert, il a réussi. On ne peut pas dire globalement positif. Je suis tout à fait d'accord avec Sinaïm. Globalement, il est positif, mais on prend secteur par secteur. Nous avons des performances qui ont été donc enregistrées. Nous couvrons au niveau lait nos besoins. Nous couvrons au niveau viande rouge, au niveau viande blanche. Quand je parlais de globalement positif, je ne parlais pas du plan vert. Je parlais de l'année en cours. Je suis tout à fait d'accord. Non, mais on parlera tout à l'heure du plan vert. Je suis tout à fait d'accord avec ses points positifs, avec ses défaillances. Donc, on a ce qu'on a au niveau superficie. D'ailleurs, Sinaïm a bien, c'est Kamal, il a bien fait quand même de citer quelques chiffres qui sont donc au niveau superficie qui ne sont pas extrêmement importants, parce que c'est la céréaliculture qui constitue quand même 75% de notre SAU. Et puis même notre SAU, donc le Maroc n'a pas... Surface agricole utile. Voilà, c'est surface agricole utile. Le Maroc, ce n'est pas l'Argentine. Le Maroc, ce n'est pas l'Australie. Le Maroc, il est connu pour cette micropropriété. Et justement, l'objectif du plan Maroc Vert, c'est de considérer donc cette micropropriété comme un atout et pas un boulet qui va donc freiner. Il y a un goulot d'étranglement qui va freiner le développement. C'est pour cela qu'il a diversifié en allant vers les produits de terroir, en réduisant cette superficie céréalière. C'est-à-dire on va passer de 5 millions 500 selon le plan, et les objectifs, nous sommes en train donc de les réaliser, à 4,2 millions. C'est-à-dire là où les céréales, donc on n'a que des rendements qui sont médiocres. Il y a des fois où on a de la sécheresse, pas le retard de pluie dans certaines régions. Donc on a une année pratiquement sur 3 où on récolte rien du tout. Et ça, c'est la faute de personne, parce que le ministère de l'Agriculture n'a pas comme vocation de faire tomber la pluie. Encore. Non, ça n'appartient pas à donc ça n'appartient. Voilà. Et puis l'eau, elle est importante partout. Même en Europe, s'il n'y a pas d'eau, d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a juste un léger déficit, c'est l'alerte. Tout le monde, les pouvoirs publics sont alertés, les agriculteurs, donc on essaie de leur porter soutien, etc., etc. Alors, par exemple, au niveau d'autres produits, on ne peut pas couvrir la totalité, tel que, par exemple l'huile de table. Donc, on est loin. En ce qui concerne, c'est Kamal, il a cité le sucre. Voilà un cas de réussite. Pour le sucre, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous couvrons presque 50% donc de nos besoins en sucre. Mais ce qui est très important au niveau de cette filière, ce n'est pas uniquement le sucre que nous produisons, c'est que c'est un gisement d'emploi. C'est-à-dire que cette filière sucrière, elle emploie 10 millions de journées, elle offre 10 millions de journées donc, de travail, et des journées de travail dans des régions, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'industrie. D'ailleurs, donc, ce sont les ruraux, et nous connaissons les ruraux, c'est surtout la femme, la jeune fille, etc. Ceux qui ont raté leur scolarité, on leur offre une sorte d'emploi pour les stabiliser, pour justement freiner ou au moins limiter l'exode rural. Ouais. Le maraîchage, c'est pratiquement le coût, je dis juste le coût, c'est presque 40% des frais de production d'une tomate ou les agrumes, ils vont à cette main-d'œuvre. Donc ça, c'est très important. Je voudrais revenir sur la céréaculture, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Ce n'est pas l'autosuffisance alimentaire, mais comme vous venez de le dire,
on essaie quand même d'avoir le maximum de production possible. Or, il se trouve, Naïm Kamal, qu'il y a manifestement, ce n'est pas la première année que nous avons un retard de pluie. L'année dernière aussi, si je me souviens bien, ou celle d'avant, il y avait eu des retards de pluie. Alors, est-ce que c'est ce réchauffement climatique finalement, ou alors il ne faut plus attendre, et il faut plus attendre de la pluie comme on l'avait à notre jeunesse, c'est-à-dire un respect des saisons, l'automne qui commence en septembre, qui se termine en décembre. Je ne sais pas. Nous avons eu des années de sécheresse dans les années 80. Et j'imagine que les générations d'avant ont connu des années de sécheresse. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cette étude qu'avait commandée Hassan Tani Allah yarhamou, sur les tranches d'arbres pour voir les cycles. Hein, on disait qu'à partir de là... C'est fin des années 80, début 90. Exactement, c'est-à-dire parce qu'on était dans une période... 82 pour être précis. On était dans une période de sécheresse assez aiguë et qu'il était à partir de là porteur d'une bonne nouvelle en disant qu'on est en fin de cycle de sécheresse. Donc cette histoire de sécheresse, elle revient. En fait, la pluie, c'est quoi? Il y a un adage marocain qui le dit. C'est pas la pluie en tant que telle, c'est bon pour les barrages, c'est bon pour la nappe phréatique, mais pour la culture, pour l'agriculture, c'est, les Marocains le disent, parce qu'il n'en faut pas trop peu ou trop, ça ne donne pas les mêmes résultats, mais c'est tout aussi catastrophique. On le voit par exemple en Europe, notamment en Europe du Sud. Et vous avez des déclarations de sécheresse et de sinistre au printemps et en été. On dit que, et on commence à faire des restrictions sur les irrigations. L'utilisation d'eau, aussi bien domestique qu'agricole. Hein, on interdit le gazon, il y a certaines cultures qui sont interdites d'irrigation. Et puis l'hiver, on a un excès de pluie. Donc, et on le voit qu'il y a des espaces qui sont perdus, soit par un excès de neige ou par un excès de gel ou par un excès d'eau. Ça peut influer parce que l'agriculture, c'est vraiment quelque chose de très divin, si j'ose dire. C'est des doses bien prescrites de soleil, d'eau, etc. Et cette alternance pour qu'on aille une bonne récolte. C'est pour ça, bon, maintenant, l'évaluation pour cette saison disons, est bonne, au moins égale, sinon mieux, à l'année dernière, mais également, elle dépend de la fin de saison. Alors justement, puisque vous avez parlé des barrages, la fin des saisons... J'arrive à la question. Il y a le décalage... Vous la connaissez la question sur les barrages? Vous avez des chiffres sur les barrages? Non, les chiffres sur le barrage, non. J'arrive sur la question que vous avez posée, sur le décalage. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas si on en parlait avec Siayash tout à l'heure, est-ce qu'on est devant un réchauffement climatique ou devant un bouleversement de saison et que ces saisons, ça dépend. Aujourd'hui, on connaît la fameuse phrase de Trump quand il a dit qu'on pour se moquer des écologistes, il a dit donnez-nous, quand il y avait l'excès de neige en Amérique du Nord, donnez-nous un peu de ce réchauffement climatique. Ce qui ne veut rien dire. Donc aujourd'hui, la question n'est pas tranchée. Est-ce qu'on est dans un décalage? Est-ce qu'on est dans un réchauffement? Est-ce qu'on est dans autre chose? C'est-à-dire que la science, à ce niveau-là, n'est pas encore exacte. Alors allons-y sur les barrages. Vous avez des chiffres? Oui, vous avez parlé des barrages, justement, de l'eau et de la fonte, des neiges. On est dans des moyennes égales pratiquement à l'année dernière. On est entre 35 et 40%. On espère qu'avec les fentes... On espère qu'avec les fontes des neiges et avec les pluies qui peuvent encore tomber, on peut atteindre 55 à 56%, ce qui serait bien, mais on est déjà beaucoup en deçà des capacités des barrages nationaux et des barrages à usage agricole. Alors, puisqu'on parle des barrages... il y a quelque chose à ajouter. Oui, sur le même sujet, je vous pose ma question. Je pense qu'elle va un peu résumer le tout ou synthétiser le tout. Quand on parle des barrages,
il se pose justement, vu les chiffres qu'a donné Naïm Kamal, on est aux alentours de 50-55%. Hein, c'est ça ce qui a été annoncé par le gouvernement la semaine dernière. Mais ça pose un problème qui commence à être de plus en plus aigu, hein, celle de la priorité à l'irrigation ou à l'usage domestique. Alors, comment ça se passe? Comment se passe la politique, puisque vous êtes au cœur avec la Comader? Et est-ce qu'il ne faut pas passer par le dessalement de l'eau aussi, de l'eau de mer? En complément, ce qu'il a dit, c'est Kamal Naïm. Donc, les 50%. Avant d'arriver à ma question, il ne faut pas oublier ma question. Non, je vais revenir, mais je vais être rapide. C'est juste pour un complément d'information pour nous tous et également pour les téléspectateurs. Donc, en ce qui concerne cette moyenne, d'ailleurs, c'est une moyenne qui cache, donc c'est une moyenne qui est actuelle, c'est-à-dire d'aujourd'hui, c'est une moyenne qui va encore s'améliorer, comme il l'a dit, c'est Kamal, avec la fonte des neiges, et nous savons que certains grands barrages, ils dépendent surtout de la fonte des neiges que des pluies. C'est le cas de Bilouidan, par exemple, qui est à Bnimlet, qui est l'un des plus anciens donc du Maroc. Le Manjara fait l'Ouhda actuellement, c'est 3 milliards 700 millions qui est énorme. D'ailleurs, il est à pratiquement à 70%. Mais le problème, c'est que c'est cette répartition un peu régionale donc, des barrages. Mais, donc, sincèrement, la situation est satisfaisante. C'est-à-dire parce que cette situation nous rend encore plus optimistes, plus satisfaisants quand on sait d'où on vient. Par exemple, il y a quelques mois, nous avons frôlé la catastrophe. Nos barrages étaient pratiquement presque à sec, je dis bien, parce qu'on parle de, je ne sais pas, on ne va pas se perdre dans les chiffres. Il y a très peu d'eau et il faut savoir qu'il faut enlever de cette tranche d'eau qui est disponible, il faut enlever l'envasement. C'est ce qu'on appelle la tranche morte. Et l'évaluation de la tranche morte, c'est les mêmes méthodes d'évaluation qui existent depuis déjà plusieurs années. Personne n'est sûr. Et puis il y a des poches. Ces poches, il faut qu'ils se communiquent entre elles pour mobiliser cette eau. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation relativement très satisfaisante et il va encore s'améliorer compte tenu donc de la fonte des neiges et puis surtout des moments de réponse. Il y a un délai, même la pluie, il y a un délai pour que cette pluie qui arrive, c'est comme un désentonnoir, donc pour arriver à ce barrage collinaire ou un grand barrage, pour quand même la situation va s'améliorer. Il ne faut pas oublier aussi ce qu'on utilise moins d'eau en ce moment. Donc on n'irrigue pas, il pleut, donc il ne fait pas extrêmement chaud. Donc, aujourd'hui, d'ailleurs, on change de saison aujourd'hui. Aujourd'hui, je crois que c'est le 21. Sur le papier. Par hasard. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, justement, c'est Boustard. Donc, il n'y a plus de saison. D'ailleurs, c'est ça qu'il a dit, c'est Kamal, c'est que nous sommes dans une situation, faut-il parler de réchauffement ou tout simplement changement climatique. Tout simplement changement climatique, parce qu'il n'y a plus de saison, on ne sait plus. Il y a des mois de novembre qui ressemblent à des mois de juin, donc des températures qu'on n'a jamais connues. Il y a une pluviométrie qui est bienfaitrice, mais etc., etc. Donc, moi, je pense que cette situation catastrophique, on a tendance à l'oublier très vite, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un passé récent, c'est-à-dire le mois de courant décembre, début décembre, nous avons frôlé la catastrophe de 2017, de 2007, pardon, et nous avons toujours de tristes souvenirs de 2007 où nous avons réalisé moins de 20 millions de quintaux. Et par hasard, c'est 2007, c'est une année électorale. Et après, il y a un changement de gouvernement en fin 2007, début 2008. La pluie s'invite dans nos élections, finalement. Et puis voilà, nous avons un plan Maroc vert qui est là. Et d'ailleurs, 2008, vous vous rappelez, il y a une crise alimentaire mondiale. Et donc, et ça, c'est l'eau. C'est pour cela, l'eau, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et l'eau, juste avant la pause, parce que le temps passe vite, figurez-vous. Vous avez parlé on était en situation presque catastrophique à la fin de l'année dernière, que maintenant on est en situation plus ou moins bonne, satisfaisante. Mais alors, puisqu'on a ce stress hydrique et qu'on a connu les problèmes qu'il y avait avant et qu'on a réchappé de la catastrophe, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de sortir, je vois que vous parlez beaucoup de la pluie, donc de tout ce qui est irrigation, mais là on parle des céréales, est-ce qu'il n'y a pas une politique qui serait suivie pour éviter un peu les cultures hydrophages qui nécessitent beaucoup d'eau? Là, je ne sais pas, c'est pas mon secteur, c'est le vôtre, que ce soit l'arboriculture ou autre chose. Est-ce qu'il y a une politique qui va dans ce sens? Et prendre carrément notre avantage comparatif qui serait dans d'autres cultures que les céréales. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et juste après la pause, on arrivera au plan Maroc vert. Je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus aussi. Vous avez raison. Vous avez raison, tout simplement, que le plan Maroc vert, donc à chaque fois, parce que le plan Maroc vert, il faut, ce qui s'inscrit d'ailleurs dans le durée, c'est une forme de puzzle.
Donc à chaque fois, on a construit le puzzle. À chaque fois qu'il manque une pièce, il faut la trouver et il faut qu'il soit bien adapté au reste. Donc l'eau, c'est quelque chose qui aujourd'hui, l'utilisation de l'eau, quelque chose d'important. Donc on est passé donc de cette politique de Sa Majesté Hassan II, qui dit son âme, donc de mobilisation. Alors, on passe à une politique donc d'une rationalisation, d'une bonne utilisation de l'eau. Donc, cette eau-là, il y a beaucoup de progrès. D'ailleurs, il y a un grand programme de reconversion, c'est-à-dire on reconvertit les irrigations. On est en train de supprimer les irrigations donc disons traditionnelles, rabta en arabe, pour que certains de nos amis comprennent, et on la remplace soit par de l'aspersif, soit par le goutte à goutte qui est plus économe en eau et relativement plus efficace aussi au niveau de l'irrigation des plantes et au niveau de la croissance des plantes. Naturellement, l'État a accompagné cet effort-là. Donc il y a un programme. D'ailleurs, le programme il va avec une cadence plus que satisfaisante parce que tous les objectifs ont été atteints. Et également, il est en train de moderniser cette agriculture au niveau de la gestion. Parce qu'au niveau de la gestion, par des coopératives qui vont avoir des bassins collectifs, par une éducation, par la recherche et par également l'encadrement et surtout le soutien. Il y a des agriculteurs, ceux qui ont moins de 5 hectares, ils peuvent bénéficier pratiquement de 100% de l'État. Il y a autre chose, juste si vous voulez bien, juste après la pause, le temps nous presse, nous reprendrons après la pause et juste après nous parlerons justement de ça et du plan Maroc Vert, parce qu'il est difficile de parler d'agriculture sans le plan Maroc Vert, avec tout ce qui en a été dit. Nous nous retrouvons donc après quelques minutes de pause. Merci, à tout de suite. Bonjour, c'est reparti pour la deuxième partie du débrief. Où nous poursuivons notre débat sur la saison agricole et nous nous en étions arrêtés juste avant la pause sur le plan Maroc Vert. Mais pour ceux qui nous rejoignent, avec nous pour en discuter, Naïm Kamal, directeur du site Quid.ma et Ahmed Ouayesh, président de la Comader, la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Vous vouliez parler du plan Maroc Vert parce que il me semble qu'il y a quand même une certaine rationalisation qui est en train d'être faite depuis 10 ans, qui est aussi l'âge de votre confédération, et ce qui a des points communs. Mais parlez-nous d'abord du plan Maroc Vert. Qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses réussites après 10 ans? Et quels sont ses points négatifs ou ses défaillances s'il y en a? Comme je l'avais souligné, le plan Maroc Vert, c'est un grand chantier. On peut même le qualifier d'un chantier de reine de Sa Majesté Mohamed VI. Le plan Maroc Vert, j'avais déjà cité au début d'émission donc les objectifs qui vont certainement, c'est le fil conducteur. Donc je pense que aujourd'hui, si on veut faire donc après 10 ans une évaluation, on peut dire que c'est une réussite. Ça, je le dis sans risque d'être contredit. C'est une grande réussite. Également, donc nous avons un plan que nous avons revendiqué tout le temps. Nous avons des objectifs. Nous avons, mais il n'est pas je ne vais pas être prétentieux de dire que la réussite, c'est 100%. Et même les responsables, pas de ce monde, effectivement. Et même c'est le ministre actuel, d'ailleurs, on a la chance d'avoir une forme de stabilité au niveau donc, de ce département, puisque ça fait 10 ans qu'on a le même titulaire du portefeuille. Ça a permis donc de mettre en place ce plan Maroc Vert, de veiller sous, bien entendu, la bienveillance de Sa Majesté, qui aujourd'hui, l'agriculture est devenue une locomotive donc, du développement socio-économique du pays. Et j'espère aussi qu'au niveau de l'élaboration de ce plan, donc de ce nouveau plan de développement que Sa Majesté a annoncé, que l'agriculture va rester la priorité des priorités au niveau donc, de notre pays. Et d'autres pays, et que ça va nous servir aussi donc, pour une forme de diplomatie en Afrique. J'espère qu'on va y revenir là-dessus. Aujourd'hui, donc, tous les clignotants sont ouverts, bien entendu. Les performances ont été enregistrées à tous les niveaux, donc, mais il manque encore, et ça, c'est inscrit au niveau du plan, parce que vous savez, un plan, c'est pas construire une gare, c'est pas construire une autoroute, donc on s'adresse à l'humain. Et on s'adresse à l'homme. Il y a une formation professionnelle derrière. Et la formation professionnelle, ça ne se fait pas, surtout
quand on a des agriculteurs, donc on a le nombre d'agriculteurs, c'est pratiquement 1 200 000, donc c'est pratiquement le nombre d'agriculteurs aux États-Unis et 3 fois celui donc, de la France. Et donc les choses sont en train donc, de se mettre en place et en train de s'améliorer. Et on s'adresse également à l'aléa climatique. Et également l'aléa climatique, c'est un élément qui est partout. Mais au niveau du Maroc, donc heureusement que le plan Maroc vert a intégré l'aléa climatique, c'est le cinquième donc, axe de développement. Et vous savez que le Maroc est aujourd'hui cité en exemple au niveau de la gestion de l'eau. Donc Sa Majesté même Hassan II a eu le prix de la FAO au niveau de la gestion de l'eau. Le ministre, c'est Aziz Akhannouch, fait aujourd'hui le climat, c'est parmi ses priorités, les changements climatiques. D'ailleurs, il a brillé, le Maroc a brillé au niveau de la COP 22, et vous avez encore en mémoire donc toutes les réunions avec les pays africains. Vous avez le triple A qui a été lancé par le ministère de l'Agriculture, donc adaptation de l'agriculture africaine. Donc le Maroc est cité en exemple, et le Maroc est aussi là pour apporter donc à nos amis africains donc son expertise, donc son savoir-faire. Alors justement sur le plan africain, avant de me dire quels sont les points faibles du plan Maroc vert, sur le plan africain, quel est l'apport du plan Maroc vert? Est-ce qu'il est exporté? Est-ce qu'il est exportable? Et est-ce qu'il est exporté? Le plan Maroc vert, donc les points faibles, je ne vais pas dire des points faibles, c'est une question de temps. Donc nous avons le plan Maroc vert quand il a démarré. La logique a toujours voulu partir du simple pour arriver au plus complexe, au plus compliqué. Donc il y avait des terres, une réserve foncière qui était là. Donc il faut la distribuer, qui était un boulet donc, pour l'économie marocaine, qui était un boulet pour la gestion de l'État, Terre Sodea Sogeta, tout le monde a en mémoire encore la manière avec laquelle ils ont été gérés ces terres. Donc ils ont été distribués, tranche 1, tranche 2, tranche 3, et ça continue, c'est une réussite, nous allons le dire, donc au niveau création d'emplois, au niveau investissement, et au niveau amélioration des exportations, etc. Le plan Maroc vert, je dois aussi signaler qu'à côté de cette vingtaine de contrats-programmes, vingtaine, il y a 18 à peu près, donc il y a un grand chantier qui vient d'être lancé à peine une année. Donc c'est un contrat-programme d'agroalimentaire donc qui a réservé une enveloppe budgétaire très, très, très substantielle, c'est pratiquement 12 milliards, où l'État va mettre la main à la poche et apporter les 4 milliards sous forme de subventions, tout simplement pour aider à l'exportation en Afrique ou hors Afrique, dans d'autres pays, pour diversifier notre offre exportable, comme je l'avais dit avant. Et il faut le décliner également, ce plan agroalimentaire, au niveau des régions. Et tout en sachant que ce plan-là va générer donc, des emplois extrêmement importants et va un petit peu valoriser, parce que nous sommes aujourd'hui, comme l'eau, il faut valoriser le mètre cube. Là, il faut le dire à chaque fois. Et il ne s'agit pas de produire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut valoriser le mètre cube. Ce mètre cube qu'on vient, il va nous donner comme valeur de production en dirham. Donc c'est ça le plus important. Et d'ailleurs, produire c'est bien, mais comment produire, c'est aussi important. Et vu maintenant que nous sommes dans un stade, dans une période de gestion de la pénurie. On a moins d'eau. Et je pense que les choses vont encore évoluer, peut-être pas dans le bon sens, compte tenu que le Maroc, au niveau des changements climatiques, il est selon même les experts les plus optimistes, dans une zone, c'est la zone, bien sûr, c'est la géographie, la zone méditerranéenne qui va être le plus menacée. Donc ça c'est très important. Donc pour reprendre un peu, parce qu'il fait quand même l'objet de certaines critiques, si je comprends bien, finalement, le plan Maroc vert, en termes d'organisation et de rationalisation et de sensibilisation aussi, a besoin de temps, et que ce qui n'est pas encore fait est une question de temps, si j'ai bien compris. Ça prend quand même du temps de généraliser tout ça sur un territoire, aussi grand que le territoire national. Oui, parce que ce plan, comme je l'avais dit, il est décliné, il a été décliné en 16 régions. Maintenant, on est en train de l'adapter, je crois qu'il s'est déjà fait, au niveau du ministère de l'Agriculture, en 12 régions. Donc bientôt, les régions vont être un peu responsables au niveau du développement de ce plan-là. Ce qui ne marche pas, il faut qu'on en parle, ce n'est pas un tabou. D'ailleurs, même le ministre actuel de l'Agriculture, Akhannouch, n'a jamais revendiqué la paternité exclusive de ce plan. Donc c'est une réussite, c'est la réussite de tout le monde, que pluie ou sans pluie. Si c'est un échec, j'espère que non, il n'y a pas d'échec. Donc c'est un peu également la responsabilité de tout le monde. L'essentiel, même pour une campagne agricole, c'est que les pouvoirs publics apportent les semences. D'ailleurs, au niveau de ce plan-là, au moment d'utilisation des semences de céréales, nous étions à 500 000
quintaux à l'hectare. Aujourd'hui, nous sommes à 2 millions de quintaux d'hectare. Vous imaginez le saut qu'on a fait. Et au niveau aussi des rendements, je prends un cas d'école qui est le sucre. Au moment du démarrage du plan Maroc Vert, on produisait par hectare 5 tonnes de sucre extractible. Aujourd'hui, nous sommes à 12 à 13. 12-13, c'est la moyenne européenne. Donc, mais au niveau d'autres secteurs, les choses sont en train de se mettre en place par le biais de l'agrégation, parce que selon les promoteurs du plan Maroc Vert, il ne faut pas que le plan Maroc Vert donc, soit une affaire exclusive pour les grandes propriétés ou les grandes exploitations. Bien que, normalement, il faut que ce plan soit également donc, au service de la petite agriculture. Et c'est là, il y a l'agrégation qui est là, il y a qui est une réussite, parce que l'agrégation, je pense qu'on va en parler par la suite, elle est là, et c'est un projet qui va essayer donc, de permettre... Alors c'est quoi justement l'agrégation? C'est quoi, en quelques mots, comment vous pouvez définir ça? L'agrégation, c'est une agriculture solidaire. C'est pratiquement une agriculture de groupe. Ça veut dire qu'il va y avoir un agrégateur. En général, c'est l'industriel, donc destinataire final de la production. Et devant lui, il va y avoir des agrégés, ce sont les agriculteurs. Alors, ils vont être liés par un contrat d'agrégation qui engage l'agrégateur à apporter tout ce qui est entrant, c'est-à-dire les semences à crédit, les semences, les engrais, et même le financement qui continue à être le goulot d'étranglement de l'agriculture. Parce que financer les céréales ou financer certains produits, avec l'aléa climatique, c'est un secteur qui n'a pas le grand amour de certains banquiers. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui... Il y a des assurances, je crois. Il y a des assurances, mais les assurances, vous savez, il faut d'abord avoir l'argent, avoir des projets qui sont bancables, donc ils le sont parfois. Mais là où il n'y a pas l'irrigation, donc il n'y a pas... L'aléa climatique joue. L'aléa climatique joue, donc on peut dire que même le rendement, c'est pratiquement de la loterie. Donc la banque, c'est pas revendable. Je voudrais juste une précision. L'agrégation, est-ce que ça veut dire qu'on va assister à la suppression des intermédiaires qui ont souvent été source de spéculation et donc de surenchérissement des prix sur le marché? Ça me fait plaisir de vous entendre, mon cher Naïm Kamal. Ça veut dire que vous avez bien assimilé les objectifs du plan Maroc Vert et de l'agrégation. C'est exactement ça. Sincèrement, bravo. C'est exactement ça. J'apprécie aussi beaucoup la question qui est très précise. Il a répondu, il a posé la question, mais ce n'est pas une question que si Kamal pose, c'est un complément d'information, justement. Donc, comme je le dis, je termine ce que j'allais dire, c'est exactement qui va dans le sens que vous venez de dire. Le temps presse, c'est Ahmed, on passe voilà, très bien. Donc, juste 2 secondes. Donc, il apporte le financement, mais il achète la totalité directement. Ça répond exactement à votre question. Totalement de la production à un prix garanti, quel que soit l'aléa du marché et du souk. Donc, c'est aujourd'hui... Donc, en fait, l'agrégateur est le client. C'est lui qui va... C'est le client, c'est le destinataire final de la production. Et ça ne pose pas de problème au niveau des agrégés pour s'agréger avec l'agrégateur? Comment ça se passe? Pourquoi? C'est encadré à votre niveau, au niveau du ministère? Comment ça se passe? Parce que bon, c'est pas toujours évident de mettre des gens d'accord sur des intérêts financiers. La première phase, elle est passée d'un partenariat PPPP, les 3 P, particulier public-privé. Aujourd'hui, il s'investit dans le partenariat avec les 3 P aussi, mais privé. Donc, ça veut dire qu'il veille, c'est l'arbitre, il y a un contrat, il y a des lois. L'agrégateur, c'est le destinataire final de la production et généralement, c'est l'industriel. Donc, l'agrégateur, il est lié avec l'agrégé, enfin, les agrégés, par un contrat, normalement, qui est bénéfique pour eux, puisqu'ils vont bénéficier de la recherche, ils vont bénéficier du financement qui est très important, et ils vont écouler leur production, la totalité de leur production, à un prix garanti et loin des aléas donc, du marché. Donc c'est une opération qui est extrêmement importante et destinée, et c'est ça d'ailleurs l'objectif du plan Maroc Vert, il est destiné à la petite agriculture. D'ailleurs le sucre, la majorité des producteurs sont agrégés, et il est aussi bénéfique aussi pour l'industriel, pour le client, parce qu'il sécurise l'approvisionnement de son unité. C'est-à-dire le sucre, il va s'orienter vers ces gens-là et pour les produire. Le lait aussi, il y a une forme d'agrégation. Certains fruits et légumes, il y a de l'agrégation. Pour faire cette agrégation, qui est à la manœuvre, est-ce que c'est la Comadair, c'est-à-dire vous et les gens qui sont avec vous, ou alors c'est le plan Maroc Vert ou l'État en les trois. Sans fausse modestie, donc normalement c'est l'affaire de tout le monde. Donc, parce que nous,
on travaille à côté donc du ministère du Pouvoir public, le ministère de l'Agriculture. Nous avons donc été associés à l'élaboration des textes, mais l'opération, après, il devient libre. Il y a des guichets au niveau donc, des offices régionaux, il y a des services au ministère de l'Agriculture qui s'occupent de cette opération. Il y a l'agence de développement, l'ADA, de l'agriculture qui ont fait de cette opération son principal dossier. Et les choses, ils sont en train de bouger. Et d'ailleurs, donc le 4 du mois d'avril, le 4 avril, il va y avoir une grande messe à Marrakech, présidée par le ministre, qui va faire un peu le bilan de cette agrégation et comment l'améliorer, donc en présence donc, des agrégateurs et des agrégés, et comment également essayer donc, de trouver d'autres formes d'agrégation pour des filières qui n'ont pas encore intégré donc, cette locomotive du plan Maroc vert. Merci Ahmed Ouayesh. Donc on est quand même rassuré pour l'agriculture. On voit que le plan Maroc vert est quelque chose qui fonctionne, qu'il lui faut peut-être un peu plus de temps, hein, puisqu'on parle de mauvais de beau temps, on va aussi parler de temps pour le plan Maroc vert. On va aller en Russie. Il est au pouvoir depuis 1999, quand il avait été nommé Premier ministre par Boris Eltsine. Vous avez compris, il s'agit de M. Vladimir Poutine. Élu président en 2000, puis en 2004, il avait cédé son fauteuil de président à son Premier ministre de l'époque, Dimitri Medvedev, jusqu'en 2012 pour 6 ans. Entre-temps, il y a eu un changement de la Constitution. Vladimir Poutine vient d'être élu pour un 4e mandat, dimanche dernier, qui va le conduire jusqu'en 2024. Et cette élection s'est passée en pleine tension avec l'Occident, une tension qui continue jusqu'à aujourd'hui, Naïm Kamal, avec ce qui se passe entre Londres et Moscou. Alors, qui est Vladimir Poutine ? Tout le monde le sait, mais si vous avez des indications supplémentaires sur ce personnage qui est véritablement en dehors du commun. Il y a le Vladimir Poutine dont on connaît la carrière, dont on connaît l'itinéraire, qui a été d'abord essentiellement un agent du KGB, un des patrons du KGB, avant qu'il ne devienne le patron de la Grande Russie. Il a, dans ce sens, il a été, depuis l'accession au travail, à son action au sein de l'État soviétique à l'époque, il est dans un outil qui était au cœur du pouvoir. Et donc, c'est un bon connaisseur de ces dossiers. Mais Poutine, je vais le résumer en 2 mots très simples. Il est comme De Gaulle, il est comme Churchill, il est peut-être un peu comme Trump quand on enlève à Trump le côté burlesque de Trump. C'est quelqu'un qui a une grande idée de la Russie. Comme De Gaulle avait une idée de la France, comme Churchill a... Certaines idées, c'est donc l'homme providentiel en quelque sorte. L'homme providentiel qui, dans l'objectif essentiel, a été de rétablir la Russie dans sa fierté historique, dans sa grandeur, dans sa dimension. Bien sûr, on peut discuter longtemps. Est-ce qu'il en a les moyens aujourd'hui? Est-ce qu'il n'en a pas les moyens? De toutes les façons on le sait, technologiquement, militairement, la fédération des Russies est une fédération avancée. On sait qu'elle est dans la conquête de l'espace, elle est dans l'armement de pointe, elle est dans le développement de cet armement. Ce qui lui manque, c'est les applications civiles. C'est ce qu'il ne sait pas faire. C'est les applications civiles de sa modernité technologique. C'est-à-dire qu'en matière d'économie, il n'a pas été très au point. On sait par exemple que pour les États-Unis ou pour les pays occidentaux, il y a toujours des passerelles entre le développement technologique militaire et ses applications civiles, qui sont une rentabilisation supplémentaire de cette technologie. La Russie n'a jamais su le faire, et c'est pour ça qu'on ne trouve pas un smartphone russe sur le marché. Alors, il y a plusieurs... Alors là où la Chine est en train de le réussir. Maintenant, il est vrai que Poutine, ou plutôt la Russie, a toujours été un pays, c'est le plus vaste pays du monde, qui a été toujours difficile à digérer pour toutes les puissances qui se sont attaquées à lui. Je parlerai que des dernières, peut-être Napoléon, qui est arrivé jusqu'à Moscou. Les dernières, ça remonte un peu longtemps. Non, je ne suis pas la dernière, qui a connu sa Berzina.
à Berzina, et Hitler et l'Allemagne, nazie. Donc, c'est ce qu'on appelle le général hiver. C'est le général hiver. Le général hiver. C'est un pays on parlait de temps justement. Et c'est un peuple qui a sa propre fierté, qui a sa grande culture. Il faudrait tenir compte. Il ne faut pas comprendre rien que de ce que les médias occidentaux veulent nous vendre de ce que c'est la Russie. Bon, maintenant, moi je dis, en tant que Marocain, en tant que, disons, en dehors de la confrontation Est-Ouest, même si j'en fais partie malgré moi. Quand je dis moi, c'est le Maroc, c'est la Tunisie, c'est tous les pays qui sont à ce niveau-là de développement. Nous avons besoin d'une multipolarité. Oui. Parce que l'unipolarité n'est jamais bonne. La Rome antique. Alors, nous y arriverons tout à l'heure, si vous voulez bien. Est-ce que vous pensez qu'on a le temps ? On va le trouver. Est-ce que vous pensez qu'il va rester en 2024 tout le monde se pose la question, la presse occidentale ou autre se pose la question. Et il a répondu avec beaucoup d'humour, qu'on ne lui connaît pas d'ailleurs, qui ne sera pas là jusqu'à 100 ans, mais là, il a 65 ans, jusqu'à 100 ans, ça laisse 35. Or, il a dit qu'il réfléchit à un changement de la Constitution. Vous y croyez, vous ? Il y a une autre réponse, qu'il a donnée, et que peu de gens l'ont entendu. Il a dit, est-ce que vous m'imaginez candidat en 2030 ? C'est-à-dire qu'il est déjà candidat en 2024. Donc vous pensez que ça va être... Je pense qu'il va essayer de modifier la Constitution. Son homologue ou son équivalent chinois vient de le faire. Et il n'y a pas de raison que lui ne le fasse pas. Et de toute façon, l'allusion en disant que est-ce que vous pensez que je pourrais être encore candidat en 2030 ? Ça veut dire que pour lui, être candidat en 2024, c'est déjà acquis. Il a fait une réponse à la Poutine. Alors, puisqu'on a la chance d'avoir Ahmed Ouayash, président de la Comader, avec nous, et que le roi Mohamed VI était à Moscou en 2016 et que lui et Vladimir Poutine ont signé la déclaration de partenariat stratégique, quelles sont les relations aujourd'hui avec la Russie, sachant que en dehors du secteur énergétique, c'est surtout l'agriculture. On est sur à peu près 3,5 milliards de dollars d'échanges à notre défaveur. Nous sommes déficitaires. Où en sont les relations et quelles sont surtout les perspectives de relations pour les années qui viennent avec M. Poutine qui est là jusqu'en 2024, au moins. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc, les secteurs auxquels je suis un peu liés, à savoir l'agriculture et la pêche. Je pense que les relations sont extrêmement bonnes. Il y a des relations qui sont en train de se construire. Il y a un flux commercial qui est là, au niveau des agrumes. Donc, nous savons que le marché russe est très important pour la destination de nos produits agricoles. Et il est en train de l'être aussi pour les primeurs. La pêche aussi constitue donc une niche à développer avec nos amis et qui va certainement être développée compte tenu donc de certaines difficultés que je considère conjoncturelles. Et puis, il n'y a pas dans un seul sens. Il y a aussi nous importons, nous essayons depuis 3 ou 4 ans de diversifier nos importations, notamment au niveau céréales dont on a parlé. Donc nous diversifions. À un passé récent, la France était le principal fournisseur du Maroc en céréales, en blé tendre essentiellement. Donc aujourd'hui, on peut s'adresser donc à ces pays-là. Il faut développer ce flux-là. Et je pense que Sa Majesté, si notre mémoire est encore intacte, lors de sa visite donc d'État, je crois d'État, en Russie. Voilà, c'est une visite d'État. Donc les deux parties ont donc noté que le volume donc des échanges était en deçà des bonnes relations, disons politiques, amicales, historiques, qui remontent à très loin. Donc ça c'est très important. Mais ces relations, je dois également souligner qu'elles ne sont pas exclusives. Donc le Maroc, c'est l'ami aussi des États-Unis. Le Maroc, c'est l'ami de la Russie. Le Maroc, c'est aussi l'ami donc de la Chine. Donc pour ça, je pense, entre guillemets, que le Maroc, il revendique une forme de polygamie au niveau relations internationales. C'est très important. C'est joliment dit. Pour notre pays. Considère donc un petit mot quand même sur le président Poutine. Et ça est valable également pour d'autres chefs d'État. Moi, je suis agriculteur, mais ça ne m'empêche pas d'avoir un avis. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas aimer son pays.
Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Naïm, dernière question pour vous. Vous avez vu qu'on a eu le temps. Avec le maintien donc de Vladimir Poutine, avec Trump qui est là pour 4 ans, 8 ans, on verra bien, avec Erdogan en Turquie, avec Xi Jinping, quelque part dans une moindre mesure avec Macron, c'est le retour des hommes politiques forts, des chefs d'État forts et individualistes. Vous voyez comment les relations internationales, surtout qu'en ce moment, entre l'Europe et les États-Unis d'un côté et la Russie, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors que ça va mieux entre la Russie et la Chine. Ça va mieux. Je crois qu'il y a des pôles qui sont en train de se dessiner. C'est-à-dire qu'il y a la Chine et la Russie d'un côté qui en ont marre d'être sous-traités ou maltraités, si j'ose dire, par cette puissance qui se croit omnisciente et omnipotente, que sont l'Occident, avec à sa tête les États-Unis d'Amérique comme première puissance ou hyperpuissance mondiale. Je crois que le temps de l'hyperpuissance qui est apparu avec Bush fils est en train de régresser, de reculer, mais évidemment... Grâce à Poutine, d'ailleurs. Enfin, grâce à Poutine. Essentiellement. Bien sûr, grâce à Poutine qui a montré une capacité d'intervention et de présence dans l'espace diplomatique international assez important, même si aujourd'hui on veut l'accuser d'assassinat ou poison d'un ancien espion russe, agent double, etc., sans qu'on ne nous prouve rien du tout. D'ailleurs, j'aime bien cette situation où l'on se trouve, pour essayer d'encercler, de contourner un chef d'État qui gêne. On essaye de l'accuser de tout en demandant, comme on nous a demandé en 2003 de croire aux armes nucléaires irakiennes en nous montrant des images satellitaires, de croire aujourd'hui Mme Theresa May sur parole en disant ce produit est russe et ce sont les Russes qui l'ont fait. Bon, donc, Poutine n'est pas Saddam Hussein. Mais ce que je veux, exactement, il n'est pas non plus Boris Yeltsin, il n'est pas Gorbatchev. C'est essentiellement ça. Eux, ils avaient cédé le tas. Un dernier mot, je crois que nous assistons aujourd'hui à un bouleversement important qui a été également, qu'on voit par ailleurs, c'est, comme l'avait dit Orantène sur IH, à côté de ces gens-là, on voit l'apparition à un niveau moindre des gens comme Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite. Donc, nous sommes dans un bouleversement de la chaîne et dans un changement des rapports de force tels qu'ils ont été établis par la fin de la guerre froide. Merci Naïm, merci Ahmed Ouayesh. C'est fini pour le débrief d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Merci messieurs d'avoir répondu à notre invitation. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition du débrief. D'ici là, restez sur Medi 1 TV. L'information et le divertissement continuent en continu. Merci et bonne fin de soirée.